soir aux nouvelles nationales d'APTN, la fermeture d'un foyer pour femmes autochtones à Montréal, où les employés ont contracté le COVID-19. Quels sont les résultats après un an de l'enquête des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées? Oui, bonjour, je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Pour des raisons de santé, je présente cet épisode de mon domicile. Pour la première fois en 20 ans d'histoire, le foyer pour femmes autochtones de Montréal a dû fermer ses portes lorsque la plupart de ses employés ont contacté la COVID-19. Mais comme les besoins sont plus grands que jamais, la question demeure, que se passera-t-il ensuite? Un reportage de Lindsay Richardson. Le foyer pour femmes autochtones de Montréal croyait être préparé pour faire face au pire, jusqu'à ce que le pire se produise. It was really unbelievable. I never thought I would see the day that I would have to close. This poor girl still missing. Le foyer, un espace sécuritaire pour les femmes autochtones de toute la ville, a été forcé de fermer ses portes pour la première fois après que la plupart des membres de son personnel aient obtenu un diagnostic positif de COVID-19. It was hard. It was really difficult because I never intended to close the shelter. Nous avions un plan, diviser le personnel en 2 groupes et faire une rotation si nécessaire. 5 personnes du groupe 1 ont été infectées et le virus s'est rapidement propagé au groupe 2. We were running out of staff. Et à court d'options, le foyer a choisi de fermer. Des clientes ont rapidement été déplacées dans un autre endroit pour mettre en œuvre le plan. I was expecting them to be really resistant, but they were scared. They were scared to see one staff after another get sick. They were scared that they were going to potentially get it. They were scared of what was going to happen. Malgré l'optimisme du gouvernement provincial, un réseau de groupes autochtones de Montréal a demandé aux autorités du Québec de suspendre leur déconfinement et de prioriser les tests sur place et sans surveillance pour les sans-abri. Faire en sorte que les femmes se rendent sur le site de dépistage représente tout un défi. NACSAT a demandé à plusieurs reprises une clinique mobile pour effectuer les prélèvements pour toutes les clientes du foyer, que celles-ci présentent des symptômes ou non. Mais cela se n'est jamais produit. If people are asymptomatic and they're sharing a drink or sharing a cigarette or whatever, it's going to blow up. Le gouvernement fédéral a récemment annoncé une aide accrue aux communautés urbaines pour lutter contre la COVID-19. Mais les risques d'une deuxième vague causent des tensions à travers le Québec. La maison communautaire Missenac, un refuge pour femmes situé près de la ville du Québec, a créé une unité de quarantaine en utilisant des chambres vides pour les employés qui obtiennent un résultat positif. Mais ils craignent que la demande, comme les taux d'infection, grimpent en flèche pendant le déconfinement, bien que les plans de soutien demeurent les mêmes. Là, présentement, je dirais que c'est comme un silence. Puis moi, et pas rien que moi, il y a des femmes ici, des maisons, on peur parce que le silence qui est là présentement, quand il y aura le déconfinement, on a peur aussi que là, tu sais, tout arrive en même temps. Montréal demeure l'épicentre du virus au Canada. Et les entreprises ont maintenant ouvert leurs portes avec certaines restrictions. Les refuges n'en ont pas fait, autant plus que le premier ministre Legault affirme que d'autres tests sont à venir. Ta-da! Here's a population that hasn't been tested. This will get your numbers up. And this could also help to stop the spread. Compte tenu que tout qui est en jeu, NACSAT ajoute que les femmes autochtones reçoivent déjà suffisamment de messages contradictoires. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Le 3 juin marquera le premier anniversaire du dépôt de l'enquête nationale des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Voici le reportage que j'ai préparé pour vous. Le rapport de l'ENFADA regroupe 270 recommandations touchant pratiquement toutes les sphères de la vie d'une femme autochtone. Nous voulons un système de justice qui nous protège, comme toutes nos sœurs canadiennes et québécoises. D'après le rapport, l'oppression coloniale et le génocide culturel sont les raisons principales pour les violences faites aux femmes autochtones. Dans le rapport expressément fait pour la province du Québec, 21 recommandations ont été soulevées grâce aux témoignages. Ce sont les appels à la justice demandant une collaboration entre les divers organismes pour réaliser un plan d'action national. Viviane Michel est fatiguée d'attendre. Un an plus tard, je dirais que non, rien n'a changé.
Le seul changement peut-être qu'on a eu, c'est qu'on a eu, oui, une grosse enquête nationale. On amorce des actions très au ralenti. Viviane Michel dit que Femmes autochtones a priorisé l'appel à l'action de la justice, c'est-à-dire rétablir le système judiciaire. Prendre au sérieux les cas de disparition des femmes autochtones disparues ou assassinées, qu'une enquête se fasse quand il y a un assassinat, qu'une enquête soit amorcée quand il y a une disparition, etc., qu'on arrête de nous prendre pour des moins que rien. Nata Nona a témoigné en lien avec la disparition de son arrière-petite-fille. À Québec, à 16 ans, son arrière-petite-fille est sortie pour aller se baigner. Quand elle n'est pas rentrée à temps, Nona est allée l'attendre à l'arrêt de bus. Au lieu de l'aider à chercher, la police est venue et a donné à Nona une contravention pour flânage. 6 semaines après la disparition, elle a été retrouvée. Elle avait été séquestrée dans un appartement, blessée, torturée et humiliée. L'agresseur a été condamné à 5 ans de prison. Pour Nata Nona, le système de justice était compatible avec les valeurs inoues. No pati nano ayati nano te te heniona ayati te mametnen de nano au ka sekta ayati himetnen tamgewi ayat iheniu puchi wawi ji verne le système juridique kana poi me puna apatendafne no tinano eheniu ka te vosi wawi ji una ya tanu ino tinano puntaus to kwahne la loi est auto trois tinan au inot trois non la loi tinan quoi imposé tout tata. Le soutien des personnes en proie à la violence aussi est un enjeu important selon Nata Nona. Et pour Thérèse Lalonde, qui a témoigné en lien avec la violence intergénérationnelle, son histoire familiale est composée d'abus de la part de ses 2 parents, sa mère ayant grandi dans un pensionnat autochtone. Ils ont aussi poursuivi leur père pour pédophilie. Elle déplore le manque de soutien auprès des victimes. C'est un cycle de violence pour lequel il est difficile d'en sortir sans une aide extérieure. La famille compte un suicide. Mon projet, ça serait vraiment de parler aux gens de comment la santé mentale est importante. Puis, quand tu viens d'une famille qui est abusive, puis tu as eu de l'abus, c'est là toute la psychologie derrière la santé mentale qui vient qu'on a des schizophrènes, on a des alcooliques. L'enquête nationale a révélé aussi que des bébés et des enfants ont disparu. C'est les renseignements de bébé Maxime. Beaucoup d'enfants ont été envoyés par avion à l'hôpital dans les grands centres pour des traitements et ils n'ont jamais été retournés à leur communauté. Sibi Flamand est l'accompagnateur mandaté pour les 28 familles qui ont perdu des enfants dans les 3 communautés Atikamekw. Ils ont initié des recherches après plusieurs années. C'est assez compliqué de trouver les sépultures des enfants disparus parce que pendant des années, il y a certaines familles qui disent que leurs enfants auraient été mis en adoption ou bien si vraiment il y a eu un décès, ils auraient été mis à l'écart des cimetières. Puis ce sont les préoccupations des familles. La loi de la pharmacie du Québec devait être amendée pour permettre une plus grande action pour ces familles et de retrouver leurs enfants disparus et enlevés. C'était dans le cadre de la loi sur la pharmacie que cette loi-là avait été amendé, mais avec les recommandations des familles de créer une loi spécifique, ça n'a pas été mis de l'avant. Mais ce projet de loi-là sur les enfants disparus a été mis présentement sous la glace avec COVID-19. La loi de la pharmacie n'est pas la seule chose reportée. Le ministre des Relations avec les Autochtones a affirmé que le plan d'action national ne sera pas prêt pour le mois prochain, tel que promis. Elle cite que la pandémie a mobilisé les premières lignes de toutes les communautés autochtones pour parer au virus de la COVID-19. Pour Viviane Michel, ce n'est qu'un obstacle de plus à surmonter pour l'enquête.
quand on fait une commission d'enquête, tout de suite après, là, il faut débloquer un budget pour les appels à l'action. Et par la suite, évidemment, tu peux prendre un projet, mais après, c'est le gouvernement qui décide j'accepte ou non. Donc, il y a tout ce processus-là qui fait une lenteur dans les appels à l'action. Malgré les défis, comme beaucoup de ceux qui ont contribué à l'enquête, Michel espère que la deuxième année du rapport sera plus productive. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Au retour, on vous parle du projet Matawini. Les Atikamekw ne se sont pas fait entendre au bureau d'audience publique sur l'environnement pour ce projet sur le Nitaskinan. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le projet Matawini vise à produire 100 000 tonnes par année de graphite naturel pour pallier aux besoins mondiaux, tels que dans le secteur des batteries au lithium. Le projet est sur le Nitaskinan des Atikamekw. La mine à ciel ouvert sera située à 65 km au sud de la communauté de Manoan. Le Bureau des audiences publiques sur l'environnement, connu sous le nom du BAP, a mis fin aux consultations et déposera un rapport. Mais le Conseil de la Nation Atikamekw de Manoan dit qu'ils n'ont pas été consultés. Les Atikamekw ont dû faire des demandes de rapport pour leur audience qui devait se dérouler en février et en mars, suite à une maladie et aussi de la gestion de la pandémie. Selon le président du BAP, la commission d'enquête a multiplié des démarches dans le respect de ces procédures, en proposant entre autres une participation par visioconférence des Atikamekw. Le président soutient également que jamais les Atikamekw ont été écartés du processus. Nous avons surtout nos droits qui doivent être respectés dans cet exercice-là. Puis, écoutez, on n'est pas nécessairement contre le projet, mais écoute, on a besoin d'être rassurés. On a besoin de savoir quelles sont les mesures qui seront prises pour atténuer les risques sur la santé humaine. La Première Nation de l'Estigouche a mis en place des points de contrôle pour empêcher l'arrivée de la COVID-19. Elle ignorait qu'ils seraient utilisés pour empêcher les agents du ministère des Pêches et des Océans d'entrer. Un reportage d'Angel Moore. La Première Nation Mi'kmaq de l'Estigouche n'a signalé aucun cas de COVID-19. Les points de contrôle fonctionnent. Lorsque des agents du ministère des Pêches et des Océans ont pénétré dans la communauté, Paul Jacques, le superviseur du point de contrôle, s'est rapidement rendu sur les lieux. He said he's coming in to check the boats, to see if there's any nets on the boats, and to see if there's any salmon on the boats. I told him there's no nets on the boats and there's no salmon because nobody's fishing. There's nobody fishing here, fishing for salmon. M. Jacques se souvient avoir vu des agents dans la communauté lors de la crise du saumon de 1981. À cette époque, la Sûreté de Québec est entrée dans la communauté pour empêcher les Mi'kmaq de pêcher le saumon sur la rivière Estigouche. Une vieille blessure qui n'a jamais été oubliée. C'est pourquoi M. Jacques a annoncé aux agents du MPO qu'ils n'étaient pas les bienvenus dans la communauté. DFO Canada knows that. They're not allowed in this community, although it's their jurisdiction, but it's not their jurisdiction. This is our territory, it's our lands, our community. Nobody's allowed in here if you're not invited. Le chef et le conseil de l'Estigouche ont déclaré dans un avis à leur communauté que les agents du MPO avaient besoin de l'accord de la communauté pour pénétrer dans l'Estigouche et que celui-ci n'a jamais été donné. Le chef Darcy Gray a fait les déclarations suivantes à APTN. So we've been managing our own river here for quite some time, and we have our own community law. And the DFO coming in without permission is a violation of our law and our jurisdiction. Les agents ont quitté la communauté après que M. Jacques leur ait demandé de partir. Un reportage de Angel Moore, Nouvelle nationale d'APTN, Halifax. À la suite de discussions avec le gouvernement du Québec, le Conseil Mohawk de Kanesatake annonce qu'il démantèlera graduellement les points de contrôle autour de la communauté et à l'entrée du parc d'Oka à mesure que l'économie locale redémarre. Le grand chef Serge Simon affirme que ce n'était pas une décision facile. Les travailleurs au point de contrôle routier ont commencé à détourner les visiteurs du parc lors de son ouverture la semaine dernière.
Le gouvernement du Québec promet que le parc d'Oka fonctionnera à la moitié de sa capacité cet été. Les sentiers du parc adjacent à Kanesatake resteront fermés. On commencera à retirer les points de contrôle à compter d'aujourd'hui. Les entreprises locales rouvrent également leurs portes en adoptant de nouvelles lignes directrices en matière de sécurité. Après la pause, je vous présente la deuxième partie d'une entrevue que j'ai réalisée avec Michel Audette, qui a été commissaire de l'enquête nationale des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Restez là. Re-bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Il y a un an cette semaine que le rapport final de l'EMFADA a été déposé. Quels sont les progrès jusqu'à maintenant? Quelles sont les recommandations les plus urgentes? Voici la deuxième partie de notre entrevue avec Michel Audette. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Quel est le résultat que vous souhaitiez par rapport à l'enquête? Oh mon Dieu, j'espérais qu'on puisse sentir dès le départ, malheureusement à cause des élections, mais dès le départ, cette mobilisation-là dans laquelle où on dit oui à un plan d'action national, ça c'est fondamental, c'est pas nous qui l'avons inventé, ça a été demandé par beaucoup de groupes et de leaders autochtones. Alors, de sentir que ça va être fait, de sentir que dans chaque province et territoire, le gouvernement fédéral va entretenir un dialogue. Ça a commencé la semaine passée au Yukon et bientôt la Colombie-Britannique. Mais on aurait dû sentir ça d'entrée de jeu, dès le départ. Ce que j'aurais beaucoup aimé aussi, c'est de voir qu'à travers nos 270 appels à l'action, qu'on sent que le fédéral met tout de suite sur pied une entité temporaire, justement, pour se dire comment on va appliquer ou intégrer ou mieux comprendre ces appels-là. Est-ce que c'est à cause des événements? Est-ce que c'est plein de points d'interrogation? Alors, ça va avoir été ça, mes pincements là, depuis presque un an. Comment les recommandations se traduisent-elles au niveau de la population? C'est quoi le lien? Jusqu'à quel point la responsabilité du changement peut se produire dans les communautés? Est-ce qu'ils font partie du changement? J'adore cette question-là, j'adore parce que je le dis souvent, comme on va l'avoir écrit dans le rapport à plusieurs endroits, c'est pas juste au gouvernement fédéral de réagir ou d'interagir ou d'absorber ce qu'on nous a ordonné de faire. C'est à vous, c'est à moi, c'est à mes voisins, c'est aux institutions, le milieu académique, le monde des affaires, le monde scientifique, et ainsi de suite. Donc, c'est la responsabilité de tout le monde. Si on vit notre violence aujourd'hui, les femmes autochtones, si on est les plus vulnérables, et ainsi de suite, c'est pas parce qu'un matin, mon voisin a décidé de, mais c'est un vieux système qui est malheureusement profondément affecté, influencé par cette violence coloniale. Donc, tout le monde est responsable et quand les gens, par rapport à la question, c'est sûr que s'il n'y a pas d'éducation populaire autour de cette grande enquête-là, s'il n'y a pas d'explication pourquoi il y a eu une enquête et à quoi elle doit servir, les gens vont dire « Ah », ou ils ne sauront même pas. Donc, ça va être dur de les blâmer. Alors, je vais souvent, puis je le dis de façon très transparente, dire à Mme Bennett qui va avoir l'idée, cette commission-là, au nom de son gouvernement, n'oublie pas l'aspect éducation publique, éducation populaire, pour que moi, qui est monsieur, madame, tout le monde, j'ai pas plein de diplômes, qui puisse, ah, OK, c'est ça que ça veut dire. Donc, je fais mon petit bout ou je fais mon grand bout. Toujours pour les recommandations, quelles sont les plus urgentes? Elles le sont toutes, mais comme grand-mère, comme maman, puis comme alliée là, pour les familles, je dirais, parmi mes plus précieuses là, vont être celles au Québec. On va en avoir eu 21 à proposer au gouvernement du Québec. Et je pense à toutes les Atikamekw, les Inuits, les Cris, les Anishinabés qui ont perdu des bébés quand ils sont tombés malades, puis qui sont jamais revenus. Puis on ne parle pas d'une famille, mais de plusieurs familles.
puis que le gouvernement du Québec reste silencieux par rapport à ça. Ça, là, de savoir, moi, chez où sont certains enfants, de savoir où sont certains bébés enterrés, puis que les familles ne le sauront jamais, puis que je vais mourir avec ça, ça, c'est mes priorités. Ça me fait de la peine de voir l'inaction. Justement, le Québec a rencontré des dirigeants autochtones tels que vous lors de la mise en œuvre des appels à la justice avant le déclenchement de la pandémie. Êtes-vous satisfait de l'approche du Québec jusqu'à présent? Moi, je les ai rencontrés une fois sur les 2 rencontres. La première. La deuxième, je n'ai pas été invitée. J'aurais pu solliciter à être invitée, mais je n'ai pas cherché, je n'ai pas achalé parce que j'ai fait ma part. Et la seule chose que je peux vous dire là, à ceux et celles qui vont nous écouter, puis à vous là, de l'équipe de la PTN, souvent je vais entendre la ministre d'Amour, je le sais qu'elle a un bon fond. Hein, j'y ai parlé en privé quelques fois. Souvent, elle a un bon fond. Par contre, de dire qu'on va faire des priorités, on les a faites sur les 10 000 appels à la justice qu'on va avoir reçus des 2 000 et plus membres des communautés ou des familles. On en propose 270. Donc, on le fait la priorité. On le fait collectivement. On le fait valider. Et qu'au Québec, il y en a 21. Puis de dire au gouvernement autochtone ou aux communautés, bon, bien, c'est à vous maintenant. La SQ, c'est pas aux communautés autochtones. La DPJ, comment c'est fait, ça vient du Québec. Les enfants qui ont été enlevés, c'est pas aux communautés autochtones, c'est au gouvernement du Québec, c'est à Mme D'Amour. Donc, pour moi, là, avoir été là, puis d'avoir été mocassin libre ou d'avoir représenté une organisation, je leur ai martelé ça, cet enjeu-là. Arrêtez de donner la responsabilité juste à nos chefs, juste au centre municipal du Québec. Ils essayent de changer le monde, eux autres, de sauver des vies, alors que vous, c'est votre responsabilité, les ministères que je vous ai énumérés. Alors, ça aurait été ça, ma réaction. Puis ça va l'être encore, mais de mon Zoom, Skype ou Team, là. Ouais. Sur quel type de projet travaillez-vous actuellement? Avez-vous des plans futurs que vous aimeriez partager? Écoutez, sur les choses que je fais ces temps-ci vont être très d'installer ma famille après un triste drame. Notre maison avait brûlé. Alors là, on a reconstruit et je réinstalle ma petite famille à travers tout ça et une COVID, évidemment. En ce moment, je donne beaucoup d'énergie puis d'amour aussi à l'Université Laval comme conseillère principale là, sur la réconciliation et l'éducation pour les Autochtones et avec les Autochtones. Ça, c'est super trippant. Et je travaille aussi avec Valérie Courtois de la initiative en leadership autochtone. Alors, ce sont des projets qui m'amènent à nourrir les appels à la justice auprès de l'Université Laval et auprès de l'initiative en leadership autochtone. Donc, c'est comme ça là, que j'essaie de vivre là, tout ce qui se passe en ce moment. Tchinashkomadon Michel Odette. Kénin Tchinashkomadon. Yamé. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.